Eh ben, on va parler de l'utilisation de l'histoire dans les jeux vidéo pour aujourd'hui. Donc voilà, pour la sortie d'Assassin's Creed Mirage, si je l'ai bien prononcé, Anna. Mirage. Mirage. Laisse-moi le prononcer Mirage, c'est mieux. Je préfère. C'est plus classe. Pas du tout. Et du coup, en fait, c'est vrai que l'histoire en général, bien avant le premier Assassin's Creed, l'histoire a beaucoup été utilisée dans le jeu vidéo. Des reprises de moments de l'histoire très spécifiques. Alors j'ai essayé d'un peu de remonter sur le tout premier jeu vidéo qui reprenait un peu ça, mais pour l'instant je n'ai que Civilization 1. J'ai encore plus vieux, je crois. Vas-y. Nord et Sud. Je ne connais pas ça, justement. Ouais. Nord et Sud, d'Infogrames. Oula, Infogrames. Ah oui, Infogrames, ça reste un des premiers jeux, très très bon jeu d'ailleurs en plus, enfin pour l'époque en tout cas, qui parlait de la guerre de sécession entre le Nord et le Sud, et c'était un jeu de stratégie excellent. D'accord. Alors, après de dire s'il est avant Civilization 1, je peux pas. C'est vrai que parce que J'ai des doutes, mais en tout cas ça fait partie des vieux jeux. Ouais. Beaucoup aussi français. Je fais pas exprès, hein, je dis pas que les jeux français, mais oh, le chauvin. ça reste un jeu français qui est étonnant d'ailleurs parce que c'est sur la guerre des sécessions, donc mais parce que c'est inspiré de la BD Les Tuniques Bleues. Ah oui, j'en ai entendu parler de celui-là. Oui, si. Voilà. Ouais. Il y a eu un remake d'ailleurs dernièrement par Microids. C'est ça. Et il me semble, je pense que Civilization a dû sortir avant. Alors moi, Civilization, c'était sur 6 disquettes noir et blanc. Enfin bref. C'était aussi sur Pierre Zekra nous le dit dans le chat. Moi, j'ai des jeux qui pensent 89. Voilà, 89. Bien plus vieux. Je pense notamment à Oregon Trail. Oregon Trail aussi, tout à fait. Et du coup, il y a un jeu qui est à la base surtout texte avec très peu d'illustrations, qui est le fameux jeu où on revit les épopées américaines, où on traverse les États-Unis, qui finit généralement par « Vous êtes mort de dysenterie ». Fin du jeu, et tu recommences. D'accord. Oui, Oregon Trail. Et de base, c'était monochrome, très peu de pixels. Oui. Ah bah oui, je pense que ça date d'avant. Et il y a dû avoir des jeux texte purement texte avant, qui étaient passés dans des époques, mais il n'y avait pas encore de jeux vidéo comme on l'entend. Voilà. Et on enlève toute la partie jeu éducatif, effectivement, je pense qu'à mon avis, qui est arrivé très tôt sur nos premières consoles Amstrad. CPC, probablement, on a un peu de tout, on a eu un peu de tout n'importe quoi, mais ouais, c'est vrai que les plus connus, du coup, il y a eu Nord et Sud, il y a eu sur la première Civilisation, où j'ai passé beaucoup d'heures d'ailleurs dessus. Je pense que. Est-ce que je suis l'un des vieux à avoir joué à Civilization 1 Civilization 1, moi j'ai jamais joué, j'ai beaucoup joué aux deux avec Pierre Zekra. Mais vraiment, pour le coup, c'est une vraie question. Est-ce qu'on peut considérer que Civilization est un vrai jeu d'histoire ? Finalement, l'histoire, c'est toi qui le construis. C'est toi qui construis, mais on construit ça sur des bases Alors, sur l'histoire des civilisations, je pense qu'effectivement, on a cette chose-là, mais voilà, comme tu construis avec d'autres peuples un monde qui n'existe pas, c'est toi qui peut considérer qu'en tout cas, t'as des monuments, t'as des merveilles que tu vas pouvoir construire. Alors, je pense que si, un petit peu, parce qu'en fait, tu choisis déjà en général, une civilisation. Une civilisation avec un personnage qui a existé, et en fait les caractéristiques justement de cette civilisation sont plus ou moins réelles, parce que du coup, si on prend l'Angleterre, on est plus sur du naval. Si on prend, un peu comme Age of Empires au final, t'es un peu dans le même style, où du coup, si tu prends les Anglais, tu vas être fort sur l'eau, des choses comme ça, quoi. Et c'est ça, mais en fait, voilà. On va pas aller sur vraiment de l'historique pur et dur, parce que les Incas peuvent construire la Tour Eiffel, quoi. Bah oui, exactement. On peut aller sur une chose. C'est pas ce qui s'est passé. Et ça c'est presque du Assassin's Creed, on verra plus tard. Non, mais voilà, c'est pour ça que je pose la question. Alors que c'est vrai que Assassin's Creed a au moins le mérite, effectivement, de rester quand même sur une timeline historique, à des points importants qui ont existé. Se prend quelques libertés, ça je suis totalement d'accord, mais garde en tout cas la timeline normale. Voilà. Dans les jeux historiques, après tu peux le faire. Alors qu'est-ce que tu veux nous dire, Florian ? Dans les jeux historiques, c'était peut-être ta question qui allait venir. Y a moi, les jeux auxquels je pense, c'est tout ce qui était Medal of Honor et choses comme ça, sur les guerres mondiales. Ouais, c'est ça, guerre mondiale, où du coup, forcément, c'est un peu historique quand même, parce qu'on est vraiment sur quelque chose de très précis, avec deux camps qui s'affrontent, et il y en a une pléthore de ce genre de jeu-là. C'est ça, c'est vrai qu'en jeu de guerre, je pense qu'on peut aller très très loin. Parce que la Deuxième Guerre mondiale a été un très gros sujet de tous ces jeux de FPS à un moment, une grosse mode des jeux de la Deuxième Guerre mondiale, aussi pour
Alors, déjà pour le côté un peu action, un peu même. C'était à l'époque où le Soldat Ryan était sorti et que là, en fait, on a commencé à faire des jeux de guerre, effectivement. Mais si on doit vraiment partir sur des jeux historiques, je pense que tout le monde, on est d'accord pour dire que les jeux de western, notamment aussi, bien sûr. Red Dead Redemption, qui est effectivement en premier lieu, mais même avant, il y avait des jeux de western, sont des jeux historiques, mine de rien. Ah bah oui, qui sont ancrés totalement dans un passé de l'Ouest américain qui ont existé. Et ça aussi, c'est des jeux historiques. C'est ça, on a rajouté des personnages fictifs, mais sur de l'historique. En fait, on retrouve de temps en temps des personnages connus, par exemple sur le western. La fin du western, c'est ça. On retrouve les et c'est très très bien écrit, ce qui fait que ça reste un jeu qui est bien ancré dans son époque. Chaque Red Dead Redemption a été excellemment bien fait. J'ai passé beaucoup d'heures dessus. Moi, il y a un détail que j'oublierai jamais dans Red Dead Redemption, même si c'est compliqué à faire avec la manette, parce que moi je suis un joueur PC plutôt. Je sais pas si vous avez joué au premier, mais des fois tu as des groupes de bandits qui traînent quelqu'un au lasso. Et je m'étais dit, tiens, et si j'essaye de tirer sur la corde qui relie le bandit, le mec qui est traîné, et j'avais réussi à toucher et à couper, et du coup, forcément, les chevaux sont. Enfin, le groupe de bandits s'est retourné vers moi en mode, oh, qu'est-ce que t'as fait? Et commence à m'attaquer. Et j'avais trouvé ça extraordinaire que du coup, ils aient pu coder ce genre de choses-là, quoi. C'est ça. Et dans le 2, c'est encore pire. Enfin, il y a plein de choses qui fait que mieux fait. Le moteur, en tout cas, est fait justement pour être de plus en plus réaliste. Voilà, mais c'est vrai que du coup, se placer dans l'histoire, c'est un moyen assez facile de désigner un méchant. Dans son histoire, d'avoir un héros et un antagoniste. Oui. Sur la guerre mondiale, bon, le méchant est tout placé. Oui, bien sûr. Au Far West, tout le monde peut être un peu plus ou moins méchant, parce qu'il doit y avoir des jeux où on joue un petit peu des renégats et c'est plus le shérif qui fait le méchant si on se passe du côté des méchants. Dans un GTA, typiquement, on est un criminel, donc c'est la police qui est le méchant. Et le fait d'avoir un rapport à la réalité où on a clairement un gentil et un méchant, ça donne déjà une bonne base pour faire un jeu, quoi. C'est ça, ouais. Et puis ouais, c'est vrai que tout événement historique est bon pour être utilisé. Derrière, le premier grand méchant des jeux FPS, ça reste quand même Hitler. J'avoue. Wolfenstein 3D. Bien sûr. Wolfenstein, le tout premier, l'un des. On affrontait Hitler à la fin. Ouais. C'est ça, le super Hitler. Qui a fait polémique en plus. C'est un méca Hitler. Ah, excusez-moi. C'est un méca Hitler. Encore plus. Mais pour revenir un peu du côté un peu plus éducatif, moi, il y a du coup. Wolfenstein, c'est pas éducatif. Comment ça? Mais on parlera plutôt des modifications historiques un peu plus tard. Mais moi, là ce qui me vient en tête, pour rester un peu plus sur l'éducatif, comme Assassin's Creed a pu le faire avec Discovery Tour, c'est malheureusement fait très peu de bruit alors que ça aurait dû. C'est le dernier Age of Empires. Oui, bien sûr. Parce que le dernier Age of Empires, avant, ils nous ont fait. Bon, c'était un peu. Alors, le 1 et le 2 restaient dans l'historique, mais très peu éducatif. Même si le 2 reprenait vraiment des événements historiques réels, avec des batailles et tout ça, on pouvait un peu les revivre. Mais ça restait un peu scénarisé, on va dire, un peu romancé. Ensuite, on a eu Assassin's Creed 3. On a eu Age of Empires 3 qui était purement romancé, mais qui était plutôt du côté découverte du nouveau monde, limite western, tout ça. Et Age of Empires 4, gros étonnement, et du coup, comme je dis, c'est un peu triste et ça n'a pas fait plus de bruit, c'est qu'en fait, ils l'ont joué vulgarisation historique. C'est qu'en fait, certes, on est toujours sur un jeu de stratégie où comme un Assassin's Creed. Oh purée, je vais y arriver. Comme un Age of Empires classique. Sauf qu'en fait, c'est pas vraiment des cinématiques que l'on voit. C'est des vidéos complètement. C'est des vidéos, des reconstructions. En fait, on a un drone qui passe généralement au-dessus, une caméra qui passe au-dessus de là où s'est passée la bataille qu'on va jouer. Et ils ont rajouté des espèces d'éléments holographiques pour reprendre un peu les déplacements des troupes et tout. Et en fait, c'est vraiment de la vulgarisation. On débloque des vidéos de vulgarisation une fois qu'on finit certaines missions. Et du coup, franchement, c'était vraiment un tournoi de Age of Empires qui était super intéressant. Et du coup, je suis un peu déçu qu'il n'y ait pas eu plus de mise en avant que ça de ce jeu-là. Après, c'est vrai que les rois de l'utilisation des batailles en temps réel dans un univers historique, c'est les Total War. Aussi. La série des Total War Shogun, Total War Rome, Total War médiéval, Total War Napoléon, je peux en citer beaucoup. Je pense que effectivement, eux, c'est les rois de la stratégie et la stratégie temps réel. Et j'invite vraiment aux gens qui veulent découvrir les batailles de l'époque de découvrir cette série.
il y a eu beaucoup de sagas. Voilà. Après ils sont partis sur le de Warhammer, d'avoir Warhammer effectivement qui se bataille plus de l'univers de Warhammer, mais oui effectivement beaucoup plus. Et si on veut vraiment partir de la stratégie purement historique, là il faut se tourner sur les Europa Universalis, qui sont là pour le coup. C'est du tableau Excel version historique, ou un peu plus accessible les Crusader Kings. Crusader Kings, notamment le 3 qui est vraiment exceptionnel. Et aussi Victoria, je crois, un truc comme ça. Il y avait un jeu, il y a les Victoria, tout à fait. C'est pour vraiment les gros fans d'histoire, les gros fans qui veulent rejouer l'histoire, qui veulent un vrai contexte historique, qui n'ont pas peur des tableaux Excel, qui n'ont vraiment pas peur de jouer avec des cartes. Voilà, c'est un peu le dessous des cartes, mais version jeu vidéo. Mais quand on est passionné d'histoire, c'est vraiment... on peut passer des heures dessus, on se régale. Voilà. Et c'est vrai que pour revenir sur Age of Empire 4, j'allais y revenir. Moi, je me souviens en fait les jeux comme Age of Empire 2 et autres, les modes campagne, j'y ai pas vraiment joué parce que justement, il n'y avait pas cet aspect-là. C'était très succinct en fait, en tout cas de mon souvenir. Et c'était plus des LAN que je faisais parce que c'est rigolo, que c'est cool. Quoi. Mais pour avoir joué du coup à Age 4, c'est vrai que tu commences à faire... Alors, je sais pas si tu as une première vidéo au tout début, avant la première mission, ou si tu l'as tout de suite après, et tu te retrouves devant ça, tu fais... Ah ouais, là, il y a quand même un truc inédit, justement, comme tu dis, avec des vues en réel, au-dessus d'une colline, etc. Et tu vois les batailles, et il t'explique vraiment tout. Le roi est passé par là, machin, tout ça, nanana. Tu dis, ça, c'est vraiment chouette pour justement les jeunes qui ont envie de découvrir, ou les passionnés qui se disent, ah ben oui, en effet. Après, j'imagine qu'ils ont fait énormément de recherches. Je suis pas allé chercher la véracité, savoir s'ils avaient juste de partout, mais quand on voit ce genre de vidéo-là, j'imagine que oui, en tout cas. Je pense qu'ils ont dû essayer de jouer sur le succès des vulgarisations historiques sur YouTube, avec Mon Nombril ou Charlie Danger, ou même Nota Bene. Et je pense qu'ils se sont dit, mais en fait, il faut pas qu'on fasse du romancé, mais vraiment du pur historique, parce que les gens veulent connaître la vraie histoire de vraiment ce qui s'est passé. Et même ça permet du coup d'apprendre ce genre d'informations, ce genre de culture par le jeu vidéo et d'être acteur. Parce que moi, justement, je joue aux jeux vidéo parce que je suis acteur dans l'histoire. Mais si en plus tu es acteur dans un fait historique qui s'est vraiment passé, ça te donne encore pas envie d'aller encore plus loin parce que tu as envie de savoir ce qui s'est passé. Et en plus, tu te dis, putain, mais c'est vrai en fait. Et puisqu'on parle effectivement encore de jeux à portée historique, j'en ai plein en tête et ça arrive au fur et à mesure. Il faut surtout pas oublier que le jeu vidéo a été japonais pendant très longtemps et que je pense qu'on est capable de citer des jeux qui parlent de l'histoire japonaise. D'ailleurs, avec des combattants et des dynasties. Voilà, par exemple. C'est chinois. Mais un peu plus récent. Oui, alors il y a chinois effectivement. Surtout chinois. Ça c'est plutôt chinois. Non, mais je pense qu'on a tous en tête le fameux Ghost of Tsushima. Qui reprend une partie de l'histoire justement de l'invasion des Mongols sur l'île de Tsushima et donc du coup sur l'île japonaise. Et j'invite vraiment les gens à découvrir ce jeu parce que il est vraiment empreint de poésie. C'est un jeu qui a une vraie lettre d'amour à l'histoire japonaise. Qui est fait d'ailleurs par des Américains. C'est ça qui est drôle, c'est que les Japonais n'ont pas réussi à faire aussi bien que les Américains. Et même au point même que l'Office de tourisme de l'île de Tsushima a remercié l'équipe de dev pour ce beau jeu, parce qu'ils trouvent vraiment que c'est une belle lettre d'amour. Ça a relancé le tourisme sur l'île de Tsushima en plus de ça. Ouais. Et la recherche historique qui a été faite pour faire du coup cette... plus ou moins fiction, parce que du coup, je pense que Jin n'a pas... Oui, plus ou moins. Je pense que Jin, effectivement, n'existe pas. Mais d'ailleurs, même les combats sont pas très réalistes non plus. Les combats sont faits comme un réalisateur de films japonais. Oui, bien sûr. Il y a un filtre. Il y a même le filtre en noir et blanc. Je sais plus son nom. C'est les films de... le Jad Amédée. Peut-être Wikipédia. C'est un hommage effectivement au film des années 20 japonais. Exactement. Le réalisateur est très connu là-dessus et c'est un vrai hommage aussi effectivement à ce type de Wikiperka. Mais au-delà de ça, mais les Japonais ne sont pas en reste parce que
Je vous rappelle qu'avant, on avait un certain Tenchu dont est inspiré effectivement le Ghost of Tsushima. Qui est des jeux comme ça de ninja. Oui, je m'en souviens. Mais qui est porté sur son époque, hein, clairement. Hein. Kurosawa. Voilà, merci le Kurosawa. Merci beaucoup, sur FX. Oui, c'est vrai que c'est style Kurosawa, mais oui, il y a eu les Tenchu. C'est vrai que je me souvenais plus. J'ai passé beaucoup de temps sur la PS1 à jouer à Tenchu, style Assassin. Et là aussi, c'est du médiéval japonais. Ce qu'on remarque souvent dans les jeux vidéo, c'est qu'il y a toujours un petit peu deux catégories de jeux. Il y a les jeux beaucoup plus arcade, où on joue pour le côté fun, le côté n'importe quoi, et des jeux simulation, que ça soit pour le sport et du coup le combat militaire, rentre dans ce côté simulation où il y a des jeux, le côté ludique passe vraiment secondaire, et ce qu'on veut, c'est vraiment arriver à simuler des vraies batailles, de comment les archers par rapport aux cavaliers, par rapport à l'infanterie vont se comporter. Et c'est ce qui est fait beaucoup dans les Total War, où on a un univers défini. Et il y a notamment des gens qui sont tellement intéressés par ce côté-là, simulation de bataille, qui se posent des questions sur, par exemple, qu'est-ce qui fait si on commençait à mélanger des types de combattants différents. Par exemple, si on prenait un combattant moderne par rapport à un combattant historique. Et moi, il y a un jeu qui me fait beaucoup rire qui s'appelle Totally Accurate Battle Simulator. Oui, c'est très historique ça. On peut mettre n'importe quoi face à n'importe quoi. On s'amuse avec l'histoire. Par exemple, 1 milliard de poulets contre un tank allemand. Pourquoi pas. Donc c'est basé sur des calculs, mais on peut partir sur des trucs réalistes, si on veut dire à partir de combien d'archers face à combien de cavaliers la bascule se fait. Et on peut mettre des trucs n'importe quoi contre n'importe quoi. C'est ça, je me souviens. Mais il y en a un autre un peu plus réaliste, il me semble. Il n'y a pas eu que Total Accurate Battle Simulator, parce que celui-là, on est un peu l'effet ragdoll des personnages. Il y en a eu de base où c'était justement mélanger des époques ou des civilisations différentes, ce qui était vraiment pour les gens qui sont intéressés par le combat de manière générale, la stratégie militaire. Et c'est après justement que les gens se sont dit c'est marrant, mais si on allait plus loin, faire des trucs n'importe quoi. J'ai pas le nom de l'original. Oui, il y a le jeu originaire qui est plus ancré dans le réalisme sur la présentation des personnages. Et c'est vrai que Total Accurate Battle Simulator est vraiment très humoristique, la manière de faire. Alors qu'Assassin's Creed, on est un peu dans l'inverse. Est-ce que une personne tout seul face à une armée en face peut arriver à survivre? Alors, pas trop, non. Pas toujours. Peut-être jamais. Assassin's Creed Brotherhood, il y avait quand même beaucoup d'assassins qui se battaient. Oui, dans le Brotherhood, il n'y en a pas qu'un. Même s'il y a toujours eu plus de Templiers que d'assassins. En fait, c'est ça qui est bizarre, c'est qu'en fait, dans Assassin's Creed, on arrive à chaque fois à tuer le grand chef templier ou machin, bien sûr, mais c'est toujours qui gagne. Donc du coup tu te demandes mais qu'est-ce qu'ils foutent? Les assassins ça servent à rien en fait. Ils font des trucs mais ça marche pas des masses. Clairement dans Assassin's Creed, je vais pas forcément spoiler la timeline, les assassins sont plutôt en train de perdre la guerre. Ils sont un peu nuls, ils sont un peu mauvais. Ils sont mauvais. Non mais peut-être parce que eux ils ont justement c'est les gentils, ils veulent pas forcément faire du mal, alors que les Templiers sont sans foi ni loi. Ils ont un code éthique, ils ont le credo de l'assassin à respecter, alors que les Templiers, c'est One Again Beast to Fly, c'est bon, on bute tout le monde et ça passe quoi. Ouais. Mais c'est vrai que Assassin's Creed joue vraiment bien la carte, parce que du coup, la timeline est respectée, on a juste un personnage, enfin une confrérie d'assassins qui a vraiment existé, mais du coup qui a... ou peut-être qu'on a des trucs qu'on ne sait pas, mais au bout d'un moment, cette confrérie elle n'existe plus. Techniquement, elle est plus censée être là, alors que dans Assassin's Creed, elle continue de perdurer. Et du coup, c'est comme ça qu'on suit tout le côté historique avec cette confrérie d'assassins, assassins et templiers qui se font la guerre. Après, est-ce qu'il y a encore des gens qui arrivent à suivre la timeline de Assassin's Creed? C'est la vraie question, parce que ça devient un peu n'importe quoi à partir du moment où... À partir du 3, en fait. Ouais, en fait. Je dirais pas pourquoi, parce que je risque de spoiler beaucoup de choses. Mais à partir où il y a un moment, un personnage important qui n'est plus là, en fait, ça devient un peu n'importe quoi. Ouais, mais il y a encore la base est là. Et encore là, en fait, la confrérie des assassins, la pomme d'Adam, la confrérie des assassins, les personnages qui aident justement Desmond Miles, là c'est bon, c'est pas du spoil, qui aident Desmond Miles à... C'est pas du spoil, mais après ce qu'il devient, c'est autre chose. Voilà, c'est ça, à faire ce qu'il fait, est encore là et existe aussi dans Origins, dans Valhalla, dans Odyssey. C'est encore là, la base, le noyau assassin du monde moderne est encore là. Même son père, William Miles, est là. Sûr. Donc au final, ça part dans tous les sens. En même temps, ils arrivent quand même à garder une certaine cohérence dans ce chaos. Je sais pas comment j'ai compris le dire.
Mais voilà, c'est vraiment très fort de réussir à faire ça parce que quand on regarde le côté vraiment purement historique, et certes, Alexandre le Grand a été assassiné par un mec des assassins, tout ça, mais ça reste quand même ultra cohérent et tu peux quand même apprendre beaucoup de choses, même en restant en recul, en te disant bon, ça reste de la fiction, mais même sans le mode Discovery, on apprend quand même beaucoup de choses. Ah, bien sûr, mais on n'a pas besoin effectivement forcément du mode Discovery pour apprendre, pour être immergé en fait, parce que tout est là en fait. C'est une question d'immersion. On n'a pas forcément besoin d'être dans un musée qui nous dit voilà tel texte, on vous apprend que je sais pas, Jeanne d'Arc a fait telle chose, etc. Qui finalement c'est ce qui rend chiant l'histoire, c'est quand on vous le raconte de manière très très neutre. La vraie différence par rapport à même des films, c'est l'immersion. L'immersion. Et c'est d'ailleurs, c'est ce qui fait que le jeu vidéo est aussi fascinant et qu'on a beaucoup de jeunes qui adorent ça. C'est parce que on a un personnage qui est immergé dans un univers, dans un monde. Et quoi de mieux que l'histoire que nous immerger dans un nouveau monde que finalement on ne connaît pas. Voilà. Moi, franchement, là, autant vraiment, je déteste Assassin's Creed Unity et je suis désolé, hein, mais vraiment. Pas très fan non plus. je n'aime vraiment pas Assassin's Creed Unity parce que c'est pas un bon jeu. Vraiment pas. C'est pas un bon jeu. Par contre, quelle immersion. L'immersion historique, même. L'immersion historique. C'est incroyable. C'est la création 3D la plus accurate, la plus cohérente qui a été faite dans le jeu vidéo jusqu'à faire que en fait, le gouvernement français a utilisé les modèles de Notre-Dame, tout ça, pour pouvoir reprendre historiquement, pour pouvoir reprendre toute l'architecture. Ouais. Et c'est ça le gros point fort de Assassin's Creed, c'est recréer des environnements, des environnements historiques qui ont vraiment existé, avec énormément de documentation. Ils ont des équipes d'historiens qui travaillent d'arrache-pied pour faire quelque chose de cohérent. Et c'est réutilisé par les historiens parce que déjà ça coûte cher de reconstruire tout ça tout en 3D et tout sur des documents, et puis du coup c'est une mine d'or pour eux. C'est vrai qu'il y a beaucoup de jeux où l'histoire n'est pas là pour suivre l'histoire du jeu lui-même, mais pour mettre un contexte autour, pour vraiment être dans une ambiance. Tout ce qui est les jeux rétro qui se passent dans les années 80-90, l'année n'évolue pas, on reste figé dans les années 80, mais ça permet d'avoir quelque chose de crédible autour, une époque, des relations entre les différents pays, des technologies aussi qui n'étaient pas les mêmes que ce qu'on a maintenant. Et vraiment, le fait de pouvoir placer une date sur l'histoire du jeu, ça permet vraiment de se mettre dans l'ambiance. C'est exactement ça. On a quelque chose on a un point d'accroche qui est très intéressant, qui certes n'existe pas d'un point de vue historique, qui n'a pas de valeur historique quelconque, mais par contre, on a un fil rouge, quelque chose. En fait, si on regarde à côté, on se dit, attends, ça a vraiment existé, ça a vraiment existé. Oui. Ah, mais du coup, lui, il a fait ça, lui, il a fait ça. Et du coup, ça reste plus facilement dans la tête parce que on a quelque chose de super intéressant. Et généralement, si vraiment on est vraiment passionné par une licence, quelque chose, on va toujours aller voir à côté de ce qui se passe. Et par exemple, dans Assassin's Creed, le à côté, c'est vrai. Oui, tout à fait. En plus, alors, si on doit revenir un petit peu sur la création même d'Assassin's Creed, je vous redonne du coup le nom du créateur d'Assassin's Creed, hein, c'est Patrice Désilets, qui est un Québécois, montréalais, pour être plus exact, que j'ai eu la chance de rencontrer d'ailleurs durant une masterclass, qui est un vrai fan d'histoire, qui a réussi à transformer en fait la licence Prince of Persia, de jeux historiques, Prince of Persia en fait partie, qui a été remodifié pour pouvoir en faire une nouvelle licence qui était Assassin's Creed, parce que Patrice Désilets était un vrai fan d'histoire et que l'immersion pour lui est quelque chose de très important. Et c'est quelque chose qu'on retrouve d'ailleurs dans le jeu de son nouveau studio, Panache, qui s'appelle, je vous conseille au moins de jeter un œil, parce que non, il n'est pas très cher en plus, c'est Ancestors. Humankind Odyssey, c'est un jeu extrêmement original, puisque je pense que c'est le jeu qui parle il n'y a pas plus ancien en termes d'histoire, puisque il parle du début de l'humanité quand on était encore des singes. Préhistoire. Voilà. Plus encore que la préhistoire, puisqu'on est vraiment sur presque l'Homo erectus, quoi. Comment le singe lui, du coup, devient Homo erectus. Oui, c'est Patrice Désilets, c'est le créateur d'Assassin's Creed qui a fait ce jeu. Voilà. Alors, le jeu est pas très... Ça reste un jeu de laboratoire et test, pas très intéressant. Au bout d'un moment, ça tourne un peu en rond. Enfin, je trouve que ça peut tourner un peu en rond. Mais c'est à vivre.
parce que c'est très intéressant la manière dont il veut. Parce que en vrai, c'est pas très intéressant de jouer un singe. Hein, non, c'est sûr que. Mais voilà, il essaie de tenter quelque chose. Il tente de montrer qu'au monde d'un singe, on arrive à avoir un homme. Donc c'est une expérience. Faut l'essayer. D'accord. Alors je sais pas si on peut parler de jeux historiques. Moi, je viens de me rappeler du jeu Spores, je crois. Où on commence en jouant une monocellule. Parce que, c'est plus un jeu biologique, on va dire. On commence en étant une monocellule dans l'eau. C'est ça. Et on devient une créature semi-aquatique, semi-terrestre, genre un gros tétard, puis un truc à 4 pattes. Oui. Et on rencontre d'autres créatures. Donc c'est techniquement. Là, c'est plus sur de l'évolution, donc c'est plus sur un jeu d'évolution, pas vraiment de l'histoire, c'est plus de la sport. Hein. Oui, c'est moi aussi. Hein, Will Wright est un fou furieux. J'ai passé beaucoup de temps dessus, mais là, c'est plus de l'aspect de la biologie, de la science, de l'évolution. C'est pas vraiment. Enfin. Ouais, t'as tous les jeux avec des dinosaures aussi. Ou de l'anthropologie, voilà, c'est ça. Ou de l'anthropologie. Non, Jurassic World, ça compte pas. Jurassic World, non, compte pas. Et même si c'est un très bon jeu, il ne compte pas celui-là. Cyril, tu me piques pas mes blagues, s'il te plaît. Ah, pardon. Tu sais qu'on s'appelle pareil, mais c'est pas une raison. Pardon. Je vois que c'était Jurassic le titre, un jeu de plateforme avec un homme de Cro-Magnon qui tape avec une massue sur des dinosaures. Oui, il y a un petit problème de temporalité, mais l'idée de se placer dans une époque. Bon, il y a des deltaplanes avec des pots de bêtes, mais. Ouais, c'est ça. Alors, si tu veux un très vieux jeu qui se place dans une époque, t'as BC Racer qui était sur Amstrad. Oui, tout à fait. Je pense à ça en plus d'ailleurs quand tu parles de ça. Non, même pas sur Amstrad, sur PC, mais très très vieux. Et c'est les hommes de Cro-Magnon qui font des courses de voiture. Donc, bon. Il y a peut-être un petit souci. C'est les Flintstones, non? C'est ça? C'est les Flintstones. Mais c'était très rigolo. T'avais des massues, tu pouvais te taper dessus et tout. C'était très très drôle. Alors on regarde un petit peu le chat. Ouais, est-ce qu'on pouvait remonter un tout petit peu il y a du groupe AV le chat très intéressant. Il y a Anna là qui commence à nous mettre pas mal de choses. Non, Assassin's Creed. Elle a bien raison. Ouais. Elle. Mais il faut quand même admettre que ça reste un jeu avec une histoire fictive. L'immersion est effectivement très bonne d'un point de vue esthétique. Et oui, les mentions ou interventions de personnages historiques contemporains à la période où se passe le scénario ont aussi un grand rôle là-dedans. Mais des points, parce qu'après je respire plus. Mes costumes et armures, par exemple, c'est pas histoire, mais j'aurais été du temps. Oui, c'est sûr qu'il faut que ça reste quand même accrocheur, parce que c'est vrai que si on prend... C'est des sous-histoires dans une histoire plus générale. C'est ça, si on reste vraiment très cohérent sur les armes et trucs comme ça, bah, t'as très peu de fantaisie du coup, et ça reste... j'ai un jeu là-dessus, faut que j'en parle aussi, mais je termine déjà avec ça. Ubisoft aime beaucoup jouer avec l'histoire et s'amuser avec l'histoire. For Honor en est un excellent exemple. C'est ça. Et du coup, c'est vraiment pour servir le gameplay. Idem pour les armes. Souvent, il y a un gros aspect fantasy SF dans les 3 derniers qui vient un peu brouiller les pistes aussi. Alors en fait, le truc, c'est que le côté fantasy SF s'explique parce que Assassin's Creed se base quand même sur une histoire où il y a une civilisation bien plus ancienne qui a existé avec des technologies du coup qui font partie de la mythologie grecque, c'est Minerva ou je sais plus. C'est ça, et en fait, c'est pour ça qu'il y a le côté un peu fantasy SF parce qu'il y a cette technologie-là qui... la pomme d'Adam plus qui explique tous les trucs, beaucoup de choses par rapport aux grands méchants. C'est ça. Qui utilisent la pomme d'Adam pour contrôler les gens. C'est ça, plus revivre certains... Même retourner sur des endroits qu'on ne peut pas avoir accès. Par exemple, avec la machine des anciens, par exemple, tout ce qui est les enfers dans l'Odyssée ou l'Élysée. Alors ça, je pense que c'est un délire, c'est un DLC d'ailleurs. Hein. Ça reste un DLC, mais l'endroit où on a accès à cet endroit-là fait partie du scénario. Oui, il fait partie de l'univers. Donc, en fait, c'est totalement fictif. Donc, c'est fictif, mais voilà, ils ont quand même une grosse partie de technologie et ils ont mélangé un peu. Ouais, ça mélange tout. C'est vraiment un gros goubi-boulga de religion, mais d'une civilisation qui était avancée technologiquement et dont on a pas oublié, couramment oublié en fait. Avec Atlantis, l'Atlantide qu'on visite dans Assassin's Creed. Là, on se retrouve aussi dans le 3, du coup, là où est placé l'Animus, aux États-Unis, dans une caverne où justement il y a la technologie des anciens. Mais oui, donc on a du mythe grec, romain, égyptien et nordique. Mais c'est vrai que je pense qu'Assassin's Creed, du coup, sa force, c'est autant d'être historiquement cohérent et en ajoutant quand même du côté un peu plus fantasy. Et du coup, c'est de là d'où vient les armes et les armures un peu plus belles en fait, mais vraiment pas du tout cohérent d'un point de vue historique. Et c'est pour ça, du coup, ça me fait penser à un jeu. Si on parle de jeux de religion qui s'amusent avec la religion, c'est God of War. Hein.
Ouais, mais ça c'est vraiment le jeu qui permet. D'ailleurs, moi j'ai découvert beaucoup de choses de la religion grecque grâce à God of War. Hein. Ah oui, mais de toute façon, on en apprend beaucoup de choses. Hein. C'est évident. Hein. Moi j'aime beaucoup God of War. Hein. C'est un God vrai, of War, un vrai pour jeu la défoulant. mythologie. Et le dernier a été. Pas fait Ragnarok encore. Les 2018 et le Ragnarok sont des jeux qui sont très proches évidemment de la mythologie nordique. Sont des jeux qui effectivement prennent encore beaucoup de l'histoire fictive, évidemment fantasy à fond, mais nous permettent en tout cas de s'amuser avec les religions polythéistes. Ouais, tout à fait. Polythéistes, ouais. Voilà. Et d'ailleurs, on se pose la question de savoir si le prochain God of War, ça sera pas égyptien. Une autre religion, du coup. Je pense. Après, j'ai pas fait Ragnarok, donc du coup, je peux pas trop en parler parce que sinon, vous allez me spoiler. Il y a rien à pas en parler. Je l'ai pas fait non plus, mais je sais que c'est bien ancré. Et d'ailleurs, ça clôture la boucle nordique, Ragnarok, le Ragnarok, hein, puisque sachant que on a toujours Kratos, voilà, qui est, on sait, hein, c'est le tueur de dieux. Il a démoli tous les dieux grecs. Il a démoli tous les dieux nordiques. Bientôt, il va démolir tous les dieux égyptiens peut-être dans les futurs jeux, mais c'est peut-être un lien avec le côté en fait comment on passe d'un état de plusieurs civilisations qui avaient des dieux polythéistes à une des civilisations où ils se retrouvent avec un seul dieu. Kratos est peut-être passé par là. À cause de lui. Après, c'est prendre ça. Tout à l'heure, Cyril, tu parlais de Prince of Persia, et c'est pareil, on retrouve tout ce qui est mythes et légendes perses avec les djinns, les esprits, le Dahaka qui le poursuit. Totalement. Et du coup, c'est à la fois historique, à la fois mythique, légende. On est un peu à la frontière entre le mythique, mythologique, légendaire. C'est sûr. Après, God of War prend quand même beaucoup de liberté sur les mythes. Bien sûr. Ça reste. Ça reste un jeu. Hein. Oui, ça reste un jeu. Mais comme on dit, par exemple, avec Assassin's Creed, il y a quand même pas mal de cohérence historique. La God of War, on est quand même très loin du jeu. Après, ça se fait jamais vraiment cohérent à partir du moment pas du tout. T'as un humain qui défonce des dieux. Bon, carrément pas. On peut se dire que là, on peut partir effectivement sur des délires. C'est plus un demi-dieu, je crois, Kratos, plutôt qu'un humain. Au départ, c'est un humain. C'est juste qu'il est devenu un dieu parce que justement, c'est Hercule, quoi. Il a rendu service au dieu Arès. Hein, donc, c'est sûr. C'est sûr. Mais du coup, si on peut un peu donc faire un peu le contraste entre les jeux qui ont été utilisent une je l'ai lu aussi. Le prochain Assassin's Creed, on aura les Jaffa avec la porte d'étoiles. Jaffa. La porte des étoiles, elle existe presque dans Assassin's Creed, hein, mais bon, passons. Donc pour faire un peu pour parler un peu du côté un peu scénarisé. Bon, on n'a pas de punaise de lit ici, heureusement. J'espère, chez XP, on n'a pas de punaise de lit. Oh purée. Je vais y arriver pour faire un peu montrer un peu le contraste entre un jeu intéressant parce qu'il y a de la fantasy et un jeu intéressant parce qu'il y a plus de cohérence historique. C'est Kingdom Come. Qui a été développé par des Polonais, Polonais, et en fait, ça se base sur le Moyen-Âge polonais. Et c'est un jeu où c'est pas comme les jeux de cette période où c'est pas Elder Scrolls. Où en fait, c'est pas Elder Scrolls. Tu peux pas défoncer 4 gars tout seul. C'est que déjà un seul tout seul, t'en chies parce que c'est vrai en fait, c'est que tu vas vraiment pas utiliser les vraies techniques de combat, mais presque en fait. Le jeu se veut vraiment. Certes, il y a pas mal d'aspects de jeu de rôle avec tes caractéristiques, avec ton métier. C'est pas vraiment une classe, mais c'est un métier que tu as, donc tu peux juste être un paysan ou un guerrier, mais en termes de combat, ça reste aussi très, très cohérent et t'es pas un cador, quoi. Tu vas faire tes classes, tu vas apprendre comment te battre, ton personnage va être réaliste et là franchement Kingdom Come, c'est vraiment un jeu où ils ont réussi à rendre l'historiquement cohérent. Je dis beaucoup cohérent dans mes phrases, hein, mais j'ai pas d'autres mots. Mais ouais, bien sûr, effectivement. Non. Moi, j'ai une petite affection pour Kingdom Come parce que moi, j'ai beaucoup suivi leur développement. C'est à l'époque où j'étais encore journaliste dans le jeu vidéo. et moi, je les retrouvais tous les ans à la Gamescom pour leur présentation de leur jeu. On a attendu ça pendant presque 4 ans. Et ils allaient même... comme en fait, ils font un jeu sur le médiéval polonais, qui était dans une région... non, je crois que c'était la République tchèque. C'est un peu, c'est dans la zone là, Pologne, République tchèque. Ce qui était rigolo, c'est qu'ils disaient, en fait, on avait besoin d'un endroit qu'on connaît bien. Et en fait, ils sortaient dehors, ils faisaient des photos même des plantes de la région pour pouvoir l'intégrer dans le jeu.
et ils montraient effectivement leurs plantes et ils mettaient leurs plantes dans le jeu. Et ils disaient voilà, comme ça au moins on est sûr que c'était comme ça. Dans Witcher, il y a beaucoup de bâtiments qui sont basés sur des vraies photos en Pologne ou aussi, avec normal, d'architecture. Évidemment. Donc c'est plus simple, hein, effectivement. Du coup, Kingdom Come, faites-le parce qu'il est là pour le coup, on est sur le vrai médiéval. C'est ça, donc ça se passe en Bohème, c'est ça, la République tchèque actuelle. Tout à fait. Exactement, mais vrai que ouais, ça reste quand même une belle prouesse technique de réussir à rendre l'histoire intéressante dans le jeu vidéo, principalement. C'est étonnant en fait qu'il a eu autant de succès parce que c'était un petit studio en fait à la base. Hein. C'est pas un studio très connu, mais il a eu suffisamment de papier et il était suffisamment original, personne n'en parlait pour que finalement il a réussi à se vendre correctement pour faire de ce jeu une réussite. Et Dieu sait si c'est pas évident de se faire connaître quand on est indé et quand on fait un jeu extrêmement original comme celui-là parce que imaginez dire je vais faire un jeu médiéval, mais vraiment médiéval. Vraiment médiéval. Voilà. Mais il n'y a pas de fantastique, des dragons. Non, il n'y a pas de dragons. Juste médiéval. On va essayer de faire passer ça auprès des joueurs. Ils ont bien réussi. Hein. Tu as joué, Adrien, Kingdom Come ou pas ? Non, du tout. Pas du tout, je vous le conseille. Toi aussi. Ok, ça marche. Non, mais faites-le, il est hyper intéressant. Et effectivement, là, on a un vrai jeu ancré dans son époque. J'avoue. Est-ce que vous avez d'autres exemples ? Moi, j'en ai encore quelques-uns, mais est-ce que vous avez d'autres exemples sur des jeux alors, historiques non, mais on va dire un peu dans l'histoire du jeu vidéo. Alors malheureusement, j'ai oublié le nom du jeu, mais il y a un jeu qui a été fait par un studio bordelais, il me semble, où en fait on commence en 2D, en mode pixel. Evoland, merci. Ouais, et au fur et à mesure de l'évolution du jeu, on change un peu le style de jeu, le style de graphisme et le style de gameplay. Et je trouve que, alors du coup, on n'est pas dans l'histoire historique, mais c'est un peu une analogie en fait, du coup, que le jeu puisse évoluer. C'est un hommage. Voilà, je considère que c'est un vrai hommage au jeu vidéo. Et que le jeu puisse évoluer en jeu vidéo. Je trouve ça le 2, Evoland 2, et moi, je me suis régalé. Je peux transitionner sur ce studio parce qu'ils ont sorti War Tales, qui reprend beaucoup d'éléments historiques sur la manière de faire aussi. En fait, on est une bande de vagabonds, de mercenaires qui doivent survivre un peu comme ils peuvent et retrouver des missions et tout. Et ça se passe dans un Moyen-Âge un peu fantasy, mais... Fantasy, je suis pas sûr. Pas trop, je crois pas qu'il y ait ça reste assez cohérent. De non, je crois pas. Je crois que c'est du vrai Moyen-Âge. Ça reste un peu romancé. J'ai pas joué, j'aimerais beaucoup me le prendre. J'ai joué un petit peu. J'ai joué un tout petit peu, mais oui, il n'y a pas de... Je crois pas qu'il y ait de... Ils sont restés très cohérents sur... Faut que j'arrête d'utiliser ce mot. Hein. Ils sont restés très simples sur l'utilisation de la fantasy. Ils sont restés très moyenâgeux, très historiques aussi sur la manière de faire. Ouais. Je change complètement de contexte, effectivement. Jeu historique, mais qui n'a rien à voir avec tout ce qu'on a dit, c'est Test Drive, où on joue des voitures de l'époque, des années 20. Et c'est un vrai jeu de voiture à la Forza. Eh ben... Il y a longtemps, hein. C'est un jeu historique aussi. Un jeu un peu où il y a des voitures dedans. Moi, ça me fait penser à Mafia, du coup. J'allais dire Mafia, bien sûr. Mafia qui Comment j'y ai pas pensé? Ouais, c'était très très sympa. Mais du coup, c'est perturbant de jouer justement à un jeu un peu comme ça, en mode GTA-like, avec des voitures très très lentes, parce que c'est des voitures d'époque. Et c'était très sympa. Et effectivement, un autre jeu, et tu me fais penser. Je l'ai. Je crois que je l'ai déjà. L.A. Noire. Ah oui, exactement. L.A. Noire. Ah oui, excellent jeu. Le seul jeu d'ailleurs d'enquête où on avait en tout cas on pouvait interroger des gens qui pouvaient nous mentir et on voyait qu'ils nous mentaient grâce juste au faciès. Et là pour le coup, en effet, le gameplay est très sympa. Par contre, pour vraiment être à fond dedans, limite, si on joue en anglais, faut pas lire les sous-titres en fait. Parce que du coup, on perd complètement le fait de si tu lis, tu perds les mimiques en fait de la personne. Et c'est très compliqué du coup dans ces cas-là. C'est exactement ça. Bien parler anglais. En tout cas, bien le comprendre. En tout cas. Oui. Mais oui, tout à fait. Et j'avais été impressionné par ce jeu-là. Je crois que je l'avais eu sur la PlayStation 3 à l'époque. Limite, c'était peut-être le jeu livré. Non, je crois qu'on l'avait offert. Non, il est sorti bien plus tard. Ouais, il était sorti après. Mais en tout cas, non, c'était un jeu très intéressant en effet dans son gameplay, de pouvoir interroger, de pouvoir choisir ses réponses, ses questions et d'observer. C'était fou. Et noir, voilà. Sinon, on peut, si on est continuant les jeux d'enquête, alors c'est pas un jeu historique, mais qui est ancré dans son époque, c'est tous les Sherlock Holmes. Oui, les Sherlock Holmes d'ailleurs, dont il y a un jeu qui est sorti il y a pas longtemps, qui est
peu historique parce que ça parle de l'univers de Lovecraft, mais Frogware. C'est ça, Frogware. Les Ukrainiens qui ont réussi à sortir 2 jeux en temps de guerre. C'est quelque chose d'exceptionnel. On a souvent su le duo Sherlock Holmes Jack l'Éventreur. Oui, il y a eu un épisode Sherlock Holmes contre Jack l'Éventreur, pas Frogware justement. Ils en ont fait plusieurs de jeux. Il y en a. Des Sherlock Holmes, il y en a un paquet, ouais. Mais par Frogware, ils en ont quand même pas mal. Ils ont un bon catalogue. Ils en ont 8, un truc comme ça. 8 ou 9. Il y en a pas mal, ouais, effectivement. D'ailleurs, il y a un gros procès entre Focus et Frogware. Il y a un problème entre c'était pas. Bon, je veux pas forcément. C'était Nacon. Oui, pardon, Nacon. C'est Nacon. C'était sur l'édition de Sinking City, donc c'est pas du tout un Sherlock Holmes. Oui, mais du coup ils sont brouillés à cause d'un autre jeu, et du coup voilà, les Sherlock Holmes n'est plus édité par Nacon. Non, ils sont autoproduits maintenant. Ils ont les moyens. Largement. J'avoue, même la version c'est la version Epic Game de Sinking City qu'il faut prendre si on veut pas donner d'argent à Nacon. Bref, c'est juste des infos. Dans les autres styles de jeux un peu historiques, t'as les alertes rouges. Il y a l'air. Alors c'est une dystopie. Ouais, c'est une dystopie. On avait dit pour l'émission. C'est vrai, c'est ça. On avait dit qu'on en parlerait. On en parlait un peu plus tard. Donc tu peux parler de Fallout. J'allais dire. Oui, c'est vrai. C'est vrai que tout ce qui est dystopique, ça sera, je pense, une autre émission parce qu'il y a énormément à dire là-dessus. Adrien, t'as quelque chose à rajouter ? Command & Conquer est plus historique, si tu préfères. Oui, Command & Conquer. Command & Conquer est beaucoup plus. Je suis pas sûr que Tiberian ait beaucoup existé en Ouais, le Node et Jedi, je suis pas sûr. C'est vrai qu'il y a déjà des minerais bizarres. Mais c'est des en coup de cœur qui sont vraiment historiques. Moi, j'ai la série des jeux Commando et Desperado qui sont sortis après. Extraordinaire. Commando qui était Guerre mondiale. Et les Shogun, il y a eu un jeu. C'était les mêmes qu'on fait Shogun aussi ? Alors, c'est pas les mêmes, mais c'est le même style. D'accord. Parce qu'effectivement, c'est vraiment le même style. Le principe, c'est qu'on joue une escouade de 4 personnages ou plus qu'on choisit, qui ont des traits particuliers. Donc, du coup, pendant le contexte, c'était la première, la deuxième ou les deux ? Suivant les deux commandos, je ne sais plus. Commando, c'est la deuxième guerre mondiale. Il y a très peu de jeux sur la première. Et du coup, il y a eu un spin-off qui s'est passé au Far West avec, pareil, un sharpshooter qui tire de loin. Un assassin qui tire derrière au couteau et des choses comme ça. Un sacré spin-off, parce qu'il y en a 3 quand même, des Desperado, je crois. Oui, c'est le même principe, mais. Il y a eu 3 commandos et 3 Desperado, du coup. C'est ça. Effectivement. Et puisque tu me parles de la Première Guerre mondiale, il y a un jeu, moi, que je trouve très touchant, jeu d'aventure d'Ubisoft. Forcément, tu l'as, Soldat Inconnu. Non, Soldat Inconnu. Ah oui, Soldat Inconnu. Il y a This War of Mine, effectivement, qui est dans qui est un peu plus contemporain. Mais qui est plus contemporain et qui n'a rien à voir avec Ubisoft. Ouais, rien à voir. Mais non, Soldat Inconnu. Soldat Inconnu, ouais. Je connais pas celui-là. Soldat Inconnu. Je te conseille très vivement parce qu'il se fait en plus très vite. Qui est un vrai. En plus, c'était sorti en 2018, donc au moment de l'hommage de la guerre 14-18. Ouais. C'était l'hommage d'Ubisoft à la Première Guerre mondiale, à la fin de l'armistice. Et c'était un des rares jeux de la Première Guerre mondiale. Je ne compte pas Battlefield 1. Il y a Medal of Honor aussi. Il y a eu de la Première Guerre mondiale. Medal of Honor, non. Il n'y en a pas eu. Non, il n'y en a pas eu. Non, il n'y en a pas eu. D'accord. Non, je vous confirme. D'accord. Non, il n'y a que Battlefield qui a essayé de faire un Battlefield 1, qui a été le seul jeu effectivement sur la Première Guerre mondiale. Là, il y a eu des grosses libertés. Pour le coup. Ouais, bon. Battlefield, Call of Duty, tout ça, là, non, maintenant. Parce que faire un jeu sur la Première Guerre mondiale où tu mets pas les Français et que tu les mets à peine en DLC, c'est un peu. C'est un peu du foutage de gueule. Un peu du foutage de gueule. Voilà. Un petit peu, quand même. Donc, je ne peux pas parler avec Battlefield 1. Non, mais vraiment, pour le coup, si vous voulez un vrai jeu ancré dans la Première Guerre mondiale et que vous ne connaissez pas très bien cette guerre, et c'est dommage parce que c'est une guerre. Sale guerre, quand même. C'est une guerre vraiment très sale. Faites Soldat Inconnu. Ouais. Il y a eu le Soldat Inconnu, le premier. Et il y a un deuxième qui est sorti et qui est sur Netflix mobile. Voilà, vous pouvez le télécharger si vous avez Netflix. Vous pouvez télécharger le jeu, c'est gratuit. C'est très court. Faites-le. Il est vraiment très bien. Vraiment, vraiment, faites-vous plaisir. Il est très mignon. C'est bizarre quand même pour un jeu de la Première Guerre mondiale. Mais le style graphique est mignon. C'est un style peinture en fait. C'est un style peinture. Ouais. Il est très beau. Il est très aquarelle. La musique est très touchante. Donc vraiment faites Soldat Inconnu. Voilà, ça vous prendra que quelques heures et c'est vraiment, moi j'aime beaucoup ce jeu. Et du coup voilà, vous avez une bonne Political Simulator dystopie. Oui, sans doute. Possiblement. Du coup là, vous avez quand même une belle liste de jeux à découvrir là. J'espère que vous avez tout noté parce qu'il y a de quoi faire. Ouais. Après on en passe sur les vieux jeux
Versailles, tout ça, qui du coup retrace aussi certains points historiques et tout. Oui, j'ai joué au CDI, j'étais gamin. Oui, c'est vieux. Versailles, Égypte, tout ça. Le Cryo. Mais du coup, on a le jeu vidéo, mais aussi un petit peu, on peut en parler des jeux de plateau aussi, parce que on a aussi certains jeux qui sont tirés de faits historiques. Bon, je vais déjà parler du coup de celui qu'on a là actuellement sur le plateau. Sur l'autre caméra, du coup, qui est juste derrière Adrien et Florian, c'est le jeu Assassin's Creed Brotherhood of Venise. Je pose le micro. Mon accent anglais est déplorable. Est-ce que tu veux que j'en parle? Oula, en plus, il est très lourd. Bonne grosse boîte. C'est une belle grosse boîte. On va pas l'ouvrir, mais du coup, Cyril, c'est le tien. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer Alors, ce jeu Assassin's Creed Brotherhood of Venise, évidemment, c'est un jeu qui a été fabriqué en collaboration avec Ubisoft, qui est un jeu édité par Triton Noir, qu'on voit bien, effectivement, qui sont spécialisés dans les jeux à licence tout court. Triton Noir, on les connaît surtout parce qu'au départ, ils ont créé un jeu qui s'appelle V-Commando, puisqu'on parlait de Commando tout à l'heure. Oui. V-Commando, qui est un jeu complètement inspiré du jeu Commando dont tu parlais, Adrien, qui a été adapté justement en jeu de plateau. Mais à la base, ils n'avaient pas du tout la licence Commando. Donc, du coup, ils ont fait leur jeu V-Commando sans licence. Et ils ont dit, pourquoi on n'utiliserait pas V-Commando? À la base, quand même, V-Commando, ça s'adapterait très bien à l'univers d'Assassin's Creed. Et ils ont créé, du coup, ils sont allés voir Ubisoft, ils ont dit, voilà, on a ce jeu V-Commando, est-ce qu'on pourrait utiliser le gameplay du jeu V-Commando pour l'utiliser pour la gamme Assassin's Creed. Et ils ont dit, banco, allons-y. Et ils ont créé, du coup, ce jeu-là, qui est un jeu, du coup, à campagne. Alors je vais pas dire de bêtises, mais je crois qu'il y a 25 scénarios. Il y a les anti-sèches au dos, les anti-sèches au dos. Il y a 25 scénarios. 26 épisodes. 26 épisodes, tu vois, j'y étais presque. 26 épisodes, donc ça fait 26 parties. Et on est sur 30 à 60 minutes par partie. Ouais. 60 minutes, c'est pas mal. J'avoue. Donc on a 4 personnages, je crois. Il y a 4 assassins qu'on peut jouer. Qui est un jeu d'infiltration, forcément, puisque du coup, on reste complètement dans la lignée des Assassin's Creed, avec plusieurs missions. Alors, je ne pourrais pas vous les dire, et même si je les savais, je ne vous les spoilerai pas. On se fera un plaisir avec l'équipe de Jake Event de se faire plusieurs parties de Assassin's Creed. Ouais, j'attends que ça. On attend que ça. Et a priori, il a eu du succès, le jeu, puisque ils ont en Kickstarter, il y a eu la suite qui s'appelle Assassin's Creed Apocalypse. Oh. Voilà, qui est un DLC, une extension qui est sortie. Elle a eu beaucoup de succès. Le Kickstarter. D'ailleurs, ça, c'est un Kickstarter à la base. Voilà, pour info. Alors, ça, c'est pas la version de luxe. La version de luxe, c'est une grosse boîte immense noire. Ouais, c'est pas assez gros pour une. En fait, il faut savoir que tous les seules figurines du jeu, c'est les personnages, les assassins. Tout le reste, c'est que du carton. Ouais. La version collector, c'est évidemment tous les méchants, tous les gardes, etc. Ils ont tous des figurines. Voilà, c'est un gros jeu. Ça coûte un bras, je vous avoue que... C'est effectivement les formats de jeu qui sont beaucoup en Kickstarter parce que c'est très compliqué à mettre à des prix en boutique. Tout à fait. Donc l'Apocalypse, pareil, il y a une version effectivement collector qui est vendue avec que des figurines. Moi, personnellement, je préfère attendre plutôt la version avec les cartons. Donc Apocalypse, qui est là pour le coup, là on est un peu dans l'univers d'Assassin's Creed 2, vous avez dû comprendre, d'ailleurs il y a Ezio. Apocalypse, c'est tout nouveau. C'est un nouveau contexte. Ça se passe à l'époque des Incas. Voilà. Et on joue des assassins version Inca. C'est ceux qui ont été. C'est peut-être les ancêtres des assassins que l'on rencontre pendant Black Flag. Non, Amérique du Sud, c'est pas Black Flag. Non, mais. Amérique du Sud, mais c'est sûr que les assassins de Black Flag ont beaucoup plutôt les Caraïbes d'inspiration, oui, mais bon, ça reste quand même. C'est les plus proches, effectivement. Voilà, c'est les plus proches. Mais là, pour on est vraiment dans le Brésil, l'Amazonie. D'accord. Ils ont la Sarbacane. Enfin, c'est un tout nouveau contexte. C'est la première fois, en tout cas, qu'il y a un nouveau contexte dans l'extension de Assassin's Creed. Il faut avoir ce jeu-là original pour pouvoir jouer à l'extension. Donc maintenant, ça y est, ils commencent à prendre un peu des libertés. Ils peuvent se permettre parce que le jeu a beaucoup de succès. Du coup, qu'on peut dire pour Assassin's Creed, ça coûte plutôt un doigt. Pour ceux qui connaissent.
Et du coup, oui. C'est sur la référence. C'est quoi la ref? Et du coup, Adrien, tu nous as fait une petite recherche sur les jeux de plateau qui sont un peu inspirés de l'histoire. Ouais. Donc du coup, voilà, petite nouveauté, on va parler un petit peu de jeux de plateau, parce qu'on parle d'habitude beaucoup de jeux de société. On verra si ça intéresse les gens, on en fera probablement d'autres petites sections dans les prochains épisodes. Et donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé un peu les différentes époques, et j'ai fait une petite sélection de jeux qui étaient autour de cette thématique. Pour en parler un petit peu, si vous avez d'autres jeux dans la même époque qui vous ont beaucoup plu, n'hésitez pas à en discuter. Alors, on va commencer par le côté médiéval. Un coup de cœur, du coup, un jeu qui a eu un Spiel des Jahres, donc le prix du jeu de l'année en Allemagne. Il y a actuellement le salon d'Essen qui se tient en ce moment même, qui a commencé ce week-end pour désigner les meilleurs jeux et qui est en Allemagne, qui s'appelle Les Charlatans de Belcastel. Et sa version junior qui s'appelle, je crois, La Grande Course de Belcastel, qui est une version junior. Où le principe, c'est qu'on joue des alchimistes qui sont du coup des charlatans qui vont faire des petites potions magiques. Ce sont des fausses potions magiques. Et c'est un jeu de stop ou encore. Donc on va avoir un petit sachet avec plein d'ingrédients. Et à chaque fois, on va essayer d'en prod. Mais on risque de rater sa potion à chaque tour. Donc est-ce qu'on est gourmand et on continue à essayer d'en rajouter? Ou est-ce qu'on estime que sa potion est assez bien et on va plutôt jouer safe pour ne pas exploser? C'est un jeu qui est très accessible, mais qui est très thématique avec des petits pions en carton, un sachet qu'on remue. Donc c'est très sympa. Si vous n'êtes pas très jeu, mais que vous aimez bien un peu le côté médiéval, ça peut être une bonne approche. Je trouve que c'est un jeu, ouais, je crois qu'il me semble avoir, c'est peut-être pas celui-là, mais il me semble avoir joué justement un jeu de potions où on avait les ingrédients en rond dans la marmite, et en fait on récupérait un peu ce qu'on voulait. C'était une spirale. Voilà, c'est des petites ressources, et après ces ressources permettaient d'avoir plus d'ingrédients et de faire ses potions après. Avec tout ce qu'on récupérait et c'est assez simple en plus à comprendre. C'est pas un jeu où le livre de règles est édité chez Plon. C'est vraiment très très simple à appréhender et les parties se font très vite et c'est un jeu très agréable. Et le jeu a aussi un petit côté évolutif. On peut commencer du coup avec des ingrédients simples pour une première partie. C'est ça. Et au fur et à mesure qu'on fait beaucoup de parties, on met des ingrédients qui ont des règles plus complexes pour avoir plus de challenge sur la partie. Quand ça devient trop facile, on va dire. Puis dans la partie même, en fait, c'est comme si on montait un peu de niveau en fonction des ressources qu'on récupère. On peut utiliser certaines ressources pour les transformer en une autre ressource pour pouvoir plus facilement faire sa potion. Il y a des extensions. Et ça monte, ça monte comme ça. C'est comme si on gagnait des niveaux en alchimie et ça rend le jeu vraiment, vraiment intéressant parce que du coup, faut pas monter de niveau trop vite, en même temps essayer de prendre la main sur son adversaire. Donc c'est très intéressant. Ouais. Vous avez d'autres suggestions sur le côté médiéval? Non, mais... Bon, du coup, on continue. Il y a beaucoup de jeux de société aussi qui sont basés sur la construction d'un bâtiment ou d'une ville particulière. Donc, il y a Carcassonne qui est le classique en France. Un peu plus intéressant et un peu moins connu, il y a Alhambra, qui est du coup la construction de cités fortifiées en Espagne dans les années dans le 12e, 13e siècle. Oui. Et sa suite qui s'appelle Granada, qui se passe à Grenade aussi. Et c'est un jeu de majorité avec des tuiles. On va gérer à la fois des tuiles et de l'argent, faire sa petite ville chacun de son côté, tout en essayant de faire les meilleures offres, les meilleurs achats avec ses joueurs. Donc c'est un peu allemand. C'est pas très très joli, mais c'est très sympa à jouer. Dans le même style, il y a la Cathédrale Rouge, que je conseille, qui est un très très bon jeu, très peu connu aussi, qui est justement aussi qui parle de l'histoire de la construction de... Alors la cathédrale de je ne sais plus quelle cathédrale, malheureusement j'en suis désolé. Il doit y avoir des tuiles rouges a priori. Oui, il doit y avoir des tuiles rouges. Désolé si j'en parle sans vraiment connaître, je ne connais pas très bien le jeu, mais dont j'ai entendu parler, qui est très très bien aussi. Voilà. Chris Descras, Wikipédia, s'il te plaît. Dans le style où tu peux avoir une cité ou autre, très classique connu, Seven Wonders, où du coup t'as pas une grande... Enfin, choisir au début, ça t'apporte pas grand-chose. C'est civilisation, Seven Wonders, si je me trompe pas. On n'est pas dans du concept. Il n'y a pas les unités militaires, enfin, il n'y a pas les unités humaines. Seven Wonders, c'est surtout la construction de ressources, gestion de tes bâtiments, etc. Mais voilà, c'est pas très poussé, c'est surtout du gameplay où tu vas faire du draft. Mais... On retrouve un mélange effectivement avec les grandes pyramides de Gizeh, le Colosse de Rhodes, la tour d'Alexandrie, etc. Tous en même temps. Donc, d'un point de vue temporel, on n'est pas très accurate, mais... On a des civilisations. Alors tu as raison, effectivement, côté construction, je pense que tu dois surtout penser à Seven Wonders Architect. Je n'ai jamais. Ou là, on est vraiment dans la construction, en fait, architecte, la construction d'un bâtiment que tu dois faire au fur et à mesure. Avec des petits bouts de carton. Avec des bouts de carton, et c'est très très chouette le architecte. Je trouve que même c'est très bien en famille, c'est plus rapide. Bien plus sympa en famille d'ailleurs l'architecte que le normal. C'est plus moderne en fait. Les gens on peut suivre leurs époques. C'est vrai. Ils deviennent plus accessibles, plus famille.
Je Seven Wonders, je suis pas très fan du jeu, mais peut-être l'architecte. Peut-être que je pourrais accrocher. Il y a une version de duel aussi qui est assez intéressante. Le duel est génial. Il faut que je te l'amène, Cyril. Je suis passé un peu sur qui est plus un thème qu'une époque, qui est les pirates, parce qu'il y a beaucoup de jeux de piraterie. Et un de mes préférés, qui est pas très connu, parce qu'il doit dater un petit peu déjà, s'appelle Libertalia. En fait, c'est un jeu où on doit chacun gérer son équipage avec les différents membres d'équipage, le canonnier, le cuisinier, le capitaine, le second, etc. Et du coup, on commence avec les mêmes cartes que tout le monde, mais au fur et à mesure qu'on fait ses choix, on commence à prendre de l'écart avec les différents joueurs. Et c'est là que ça devient intéressant d'essayer de mémoriser. Alors lui, il a déjà joué son 2, moi il me le reste. C'est très très calculatoire, très stratégique. Il y avait un jeu de course de navire aussi, de pirate, où du coup tu fais le tour aussi. Quelque chose comme ça me dit quelque chose. Jamaïca, c'est un jeu de course de navire. Ouais, c'est ça. C'est Jamaïca. Tu fais le tour et tu t'arrives. Il est rigolo. Il y a plein de jeux où on gère son bateau, ses perroquets. Et nous, du coup, avec Cyril et Florian, t'étais là aussi. Et d'autres. On avait d'autres aussi. Et d'autres créateurs de jeux vidéo indépendants d'ailleurs, pour l'anecdote. On a joué à Forgotten Waters. Qui est un mix jeu de plateau JDR. Et en fait, le MJ, c'est une appli qui va te narrer l'histoire de ce qui se passe. Où chaque personne est un membre de l'équipage du bateau. Le canonnier, la personne qui gère la coque, la personne qui gère, etc., etc. Et du coup, est très sympa à jouer en fait. Très très sympa. C'est très bonne humeur parce qu'en plus de ça, on peut même jusqu'à personnaliser les histoires, les histoires de chacun. De chaque pirate. Donc, un petit côté murder party où chacun est dans son rôle. Mais en même temps, on est autant dans la. Ouais, c'est surtout de la coop. On peut quand même. C'est complètement de la coop. On peut pas se foutre sur la gueule, c'est vraiment de la coop. Mais du coup, c'est super sympa. C'est rigolo, parce que du coup, quand tu arrives sur une île, chacun choisit la mission qui va l'intéresser. Et pour chaque mission, tu choisis si tu tentes, je crois qu'il y a un jet de dés pour savoir si tu vas tenter quelque chose ou une possibilité ou une deuxième. Donc, tu as quand même des choix que tu peux faire qui t'apportent plus ou moins de manus. Mais en effet, c'est de la coop parce que ça peut te réparer ton navire. Ah oui, mais du coup, on va prendre de la bouffe, etc. Enfin, je trouve ça très sympa. Il faut gérer les ressources, mais tu gères tes ressources pour tes coéquipiers et pas uniquement pour toi. Donc, les choix sont un peu difficiles parfois. Mais c'est un jeu très drôle, hein. Très très drôle, ça se prend pas du tout au sérieux. Ouais, bien sûr. Si vous avez des potes et que vous voulez vraiment passer un bon moment à vous marrer, on n'est pas non plus dans le côté cocktail games où voilà, jeu d'ambiance parce que voilà, c'est pas la franche rigolade en mode allez limite hein, c'est un peu de ça dont je parle, mais ça se prend pas très au sérieux. Voilà, c'est pas un truc calculatoire. On avance dans une histoire ensemble et c'est très chouette. Moi, j'aime beaucoup Forgotten Waters. Ouais, moi aussi j'aime beaucoup. Faut qu'on continue d'ailleurs. Bien sûr, faut qu'on continue la partie, c'est évident. Donc pour continuer dans les thématiques, il y a pas mal de jeux qui sont sur les conquêtes marines. Donc ça soit Christophe Colomb vers l'ouest ou les routes de la soie ou en Asie, etc. Donc il y en a plein, notamment Christophe Colomb, etc. C'est des grosses boîtes avec on joue 30 tours d'une heure chacune. Enfin. Interminable, mais en beaucoup plus accessible et un peu plus sympa au niveau du design. Il y a Lewis et Clark, qui est un jeu assez récent qui parle. Superman, ça, non? Ah non, pardon. Pas du tout. Donc, ils sont les expéditions de découverte de l'Amérique, donc en partant de la côte, et les relations plus ou moins amicales avec les Amérindiens locaux. Une thématique qui est pas super chouette, mais le jeu est sympa. Donc, on a un petit côté expédition, progression vers l'ouest. D'accord, ok, deux noms, je crois, j'en ai déjà entendu parler, mais j'ai pas. Deux noms aussi, effectivement. J'ai pas beaucoup joué à celui-là. Je te laisse continuer. On continue un petit peu le Far West en lui-même, dès qu'on a des cowboys, etc. Un jeu que j'aime beaucoup, moi, qui date un petit peu déjà, qui s'appelle Dice Town, qui se passe dans une petite ville au Far West, qui est un jeu avec des gobelets et des dés où on fait des combinaisons de poker et on joue dans différentes petites espaces du Far West avec d'autres joueurs en essayant de faire des meilleures mains de poker pour aller chercher des pépites d'or, braquer des banques, être le maire, chasser des hors-la-loi et plein de choses comme ça. Sachant qu'il y a une petite extension pour rendre le jeu vachement plus équilibré. Dans les jeux de Far West, il y en a un, c'est pas Colt Express où tu as un train comme ça, tu peux te balader aussi. C'était mon numéro 2. J'en ai même un autre aussi. Donc effectivement, Colt Express, il y a une version Express qui est sortie en plus plus récemment. Mais la version de base, on a un petit train en carton qu'on fabrique dans la boîte. Et du coup, il y a des personnes qui braquent un train, qui peuvent, comme dans les films, être à la fois à l'intérieur du train, mais aussi monter sur le toit. Et donc se croiser, ne pas se croiser, tirer un coup de pistolet, et en fait, la personne qu'on vise, c'est pas lui parce qu'il est descendu, donc on touche l'autre.
Donc ça c'est fun parce qu'il y a beaucoup d'imprévus, parce que tout le monde joue en même temps sa prochaine action, et après on révèle et on voit tout ce qui se passe. C'est ça, donc ça se trouve, on peut carrément tirer dans le vide. Ah, il y a quelqu'un, ben il n'est plus là. Tant pis. C'est de la programmation, mais tour par tour, quoi. Oui, c'est tour d'après, il y a des persos un peu spéciaux. Il faut essayer d'anticiper les actions de tes adversaires et tout. J'ai déjà vu sur une table, mais j'ai jamais joué. J'ai déjà joué 2 fois, il me semble. Mais faut. C'est d'anticipation. C'est vraiment, faut essayer de regarder parce que je crois que pareil, c'est avec pas du draft où mais t'as tes cartes d'action et en fait certains ont déjà joué leurs actions. Du coup, faut essayer de comprendre si ton adversaire a déjà joué cette action ou pas pour essayer de savoir ce qu'il va faire. Et c'est typiquement le genre de jeu qu'on peut découvrir au Octogone, parce qu'il y a souvent des tables qui sont animées avec quelqu'un qui explique les règles. Généralement, plus pour les jeux qui sont un peu visuels comme ça, il y a des versions XXL, donc on se retrouve avec un vrai train géant en carton pour être un petit peu d'ambiance que tout le monde voit autour. C'est ça. C'est assez sympa à découvrir. Mais là, c'est des jeux qui datent un petit peu déjà. Ok. Et après, pour finir, j'ai resté sur la Première Guerre mondiale avec un jeu, mais en fait qui est plus une série de jeux qui s'appelle Winds of War. C'est un gros coup de cœur, donc c'est un jeu qui n'a pas du tout marché parce qu'il était assez cher. Le principe, c'est qu'on achetait des petits avions, vraiment des mini modèles d'avions comme ça, qui étaient montés sur un petit socle avec des petits tubes transparents. Et le principe, c'est qu'on gérait du coup son combat d'avion de 2-3 contre 2-3 en face. Et en fait, on faisait des déplacements mettant des petits gabarits. Donc, c'était pas avec des pièces en plastique, c'était avec des cartes. Et en fait, on planifiait ses mouvements pour son avion. Donc, on avait des avions petits et très maniables qui pouvaient beaucoup tourner, et des avions plus balèzes, mais qui du coup faisaient des virages beaucoup plus lents. Et en fait, ce jeu qui a disparu parce qu'il y avait très peu de demandes, a été transformé en le jeu Star Wars. Donc, ils l'ont converti en X-Wing. Il y a eu un jeu X-Wing qui était les mêmes règles en fait. Où là, du coup, par contre, c'était plus un paquet de cartes, c'était des petits gabarits en plastique. Mais ils ont repris le même système de règles où quand on tire, on a un cône de tir où la cible doit être dedans, des actions de déplacement, etc. Donc ils ont repris le mécanique du jeu qui n'a pas marché pour en faire comme le jeu de figurines, quoi. C'est ça ce que j'allais dire, c'est des mécaniques de jeu de figurines assez classiques. Les wargames, de toute façon, de base, les wargames, ça reste quand même de jeux de stratégie qui au départ étaient des jeux de stratégie justement de jeux de guerre. Ah bah oui. Voilà, qui après sont devenus des jeux de Warhammer, etc. dans l'univers plus fantasy. Mais à la base, effectivement, c'est les tanks et des sous-marins et des artilleries, quoi. Donc, on a World of Tanks et un autre aussi en jeu vidéo. Sur ça. Oui, bien sûr. World of Airplane, World of Tanks, voilà, c'est ça. Mais bon, passons. C'est les Russes qui font des jeux de guerre, ils savent faire ça. Les Russes. Ouais. Moi, j'ai une série toute particulière que sur les jeux un peu plus historiques, assez originale, moi que j'aime bien. C'est la série des 1900. Oh oui. Voilà. Et j'étais en train de regarder, en fait, je me souvenais plus de tous les 1900, c'est pour ça que je regardais la liste. Et donc vous avez plusieurs jeux dans la série de 1900 qui prennent des points des points dans l'époque de 1900, de 1901 à 1999. Donc le premier dont je parle, donc c'est 1906 San Francisco, qui parle de la reconstruction de San Francisco après le grand tremblement de terre de San Francisco. 1911 Amundsen versus Scott, qui parle de la première de la première conquête du pôle sud par Amundsen et Scott, qui était à la base une vraie bataille entre deux explorateurs qui voulaient arriver une course au pôle sud. 1920 Wall Street, qui là pour le coup est plus une course financière avant le krach boursier de 1929. 1923 Cotton Club, qui est plus un côté un peu jazz et prohibition, alcool, prohibition dans le alors c'est New Orleans, New York, Harlem, New York, avec une partie où il faut gérer la prohibition et l'alcool à l'époque d'Al Capone, même si c'est à Chicago effectivement, mais il n'y a pas que. Vous avez également alors celui-là il est vraiment intéressant, c'est 1942 USS Yorktown, là qui est un jeu un peu plus basé sur la bataille du Pacifique. Voilà, donc c'est un jeu stratégie sur la bataille Pacifique, coopératif pour le coup, puisque ça parle de la bataille entre les Japonais du IGN Shoho contre le USS Yorktown. Voilà, il y en a eu pas mal, hein, finalement.
Sacrée série, du coup. Ouais, c'est une série de jeux de plateau, comme on peut le voir dans le jeu vidéo. Que moi, vraiment, j'adore, parce que forcément, c'est comme ça que j'ai découvert la série. C'est le 1987, le tunnel sous la Manche. Voilà, qui parle de la construction du tunnel sous la Manche qu'on connaît bien, puisque ça reliait la France et l'Angleterre. Et le 1998 ISS, qui parle effectivement de la construction de la base ISS dans l'espace. Où on va construire petit à petit en fait la base spatiale qu'on connaît bien, la base spatiale ISS. Voilà. Et donc vraiment, c'est des petits jeux, hein, c'est pas des gros jeux qu'on peut imaginer, c'est des petits jeux mais très sympas et qui là pour le coup sont vraiment, en tout cas le thème, l'histoire est vraiment utilisé pour le gameplay. Voilà, c'est pas simplement comme tu dis un skin qu'on peut mettre du Star Wars. Là c'est le gameplay sert l'histoire. Voilà, plus que l'inverse. Donc ça, c'est une série que je vous conseille de Looping Games. Voilà, on peut dire un peu les noms de publishers. Si vous aimez l'histoire et que vous voulez un petit peu jouer dans ce contexte historique. Donc beaucoup à faire du coup avec tout ça. Oui, en plus, les jeux pas très chers. Hein. Franchement, pour le coup, achetez-les au fur et à mesure, mais voilà, c'est des jeux qui valent 30 balles. Non, non, c'est des jeux qui valent... Comme c'est des jeux, il y a surtout des jeux... C'est des cartes, en fait, des petites cartes et des plateaux. C'est pas des jeux avec des figurines, des machins. Voilà, faites-vous plaisir. Puis je crois que c'est des petites boîtes, donc voilà. Un jour, j'en ramènerai. Vous pouvez aussi les essayer dans les nombreux bars à jeux. Oui, ou bars à jeux. Bien sûr, il y en a. Il y a énormément de bars à jeux dans toute la France. Ouais. Vous connaissez Lyon, mais après, voilà, il y a beaucoup à faire. Et voilà, c'est pas obligé d'acheter les jeux. Ouais. Conseille aussi d'aller dans ces lieux-là parce que il y a tellement choix de jeux là-bas. Si vous découvrez des jeux, effectivement, au final, c'est mieux d'aller directement là-bas plutôt que de les acheter parce que sinon, il faut de la place. Par exemple, si vous avez un truc comme ça. Ne faites pas comme moi. Mais toi, tu les stocks à XP School, c'est triché. C'est triché, ouais. On passe aux actus. Pardon. C'était bon, c'était vite c'était bon pour l'histoire. Et il y a aussi, pour les jeux un peu plus éducatifs, il y a les jeux Timeline. Où le but est de placer dans la bonne chronologie les différentes, que ce soit les inventions, que ce soit des faits historiques. Oui. Et en fait, on ne sait pas la date, on la place sur la timeline et après on retourne la carte pour dire ah bah c'est bon, j'ai bon, ou alors j'ai pas bon, j'en pioche une carte. Ça, c'est vraiment un jeu que tu peux jouer avec papy, mamie. Hein, aussi, ouais. On a inventé le creux à papier avant le téléphone. Ou les enfants. Exactement, et tout, ça, ça c'est vraiment. Je sais que dans mon. Quelle poursuite ? Il y a une catégorie histoire. Il y a une catégorie histoire, ouais. Ouais. Mais Timeline, oui, on l'utilise aussi un peu avec mon association Steampunk. Monopoly, dans ce cas, tu peux le mettre dedans. Hein. J'avoue qu'on utilise avec l'association Steampunk Timeline où on prend vraiment les inventions de 1800, 1900 et on essaie de les faire classer aux Et pour les fans, il y a aussi une version de Timeline de Star Wars qui est beaucoup plus dure que ce qu'on pense. Ah oui, là, carrément là. Ouais, non, que de ce qu'on pense, non mais moi Que les éléments majeurs, on les connaît dans l'ordre au niveau des films, mais les éléments secondaires. Ouais, non mais même les éléments majeurs, tu les places comment ? Parce que t'as des dates. Dans l'ordre de film. Ouais. Ah, l'ordre de film. C'est que les classiques. Hein. D'accord. Épisode 1 n'existe pas, je crois. Mais si. Timeline, c'est un jeu où tu peux pas trop jouer par contre parce qu'une fois que t'as vu le bon ordre, t'es vachement. Sauf si t'as appris toutes les dates par cœur, au bout d'un moment, c'est un peu triché. Mais ouais, tu auras fait du moment. Ouais, c'est ça. Et du coup, voilà, donc il y a beaucoup de jeux qui sont en jeu de plateau. C'est vrai qu'on en a oublié quand même pas mal en jeu vidéo parce que j'avais encore les Anneaux, j'avais The Saboteur aussi en guerre mondiale. Faites les Anneaux, il y en a vraiment, beaucoup. Vraiment bien. Moi, j'adore Anneaux. J'adore aussi. C'est vraiment bien. Mais il y en a vraiment une pléthore de jeux que. Le Anneau 1800, très bien. Et en jeu de plateau, il est excellent. Excellent. Si vous aimez les jeux stratégie, faites Anneau en jeu de plateau, il est vraiment très bien. Voilà. Pareil pour d'ailleurs The War of Mine. Oui, The War of Mine, il y a aussi un jeu de plateau. Mais il y a un jeu de plateau pour à peu près pas tout, mais presque. Mais voilà, après, on peut citer aussi les plus classiques comme Risk. En termes de stratégie de bataille. Bon. Plein de jeux à faire, donc trop même. Je pense qu'en une vie, on pourra même pas tout faire. C'est ça qui est passionnant. C'est qu'en plus de ça, alors pourquoi il y a autant de jeux ? C'est pas pour qu'on joue à tout, hein, évidemment, mais comme ça, on sait qu'il y a un vrai jeu pour tout le monde. C'est ça. Il y a un vrai jeu. En termes de mécanique, en termes de thématique. En termes de thématique, il y a forcément un jeu qui vous plaira. Moi, tous les jeux ne me plaisent pas. Moi, j'ai plusieurs styles de jeu que je préfère. Je pense que c'est le cas aussi pour pareil. On a à peu près les mêmes styles de jeu d'ailleurs, heureusement d'ailleurs. C'est plus simple pour jouer ensemble. Mais voilà, il y a même quelqu'un qui déteste le jeu, il y a forcément un jeu auquel tu peux jouer. Timeline, comme tu dis,
il y a personne qui ne peut pas aimer Timeline. Enfin, c'est assez simple. C'est tellement simple à jouer et tellement évident que c'est presque. Après, si t'es trop fort en histoire, ça peut être genre trop facile. Ouais, bah comme dit Ministry, tu peux faire MJ dans ces cas-là. Oui, tu peux animer. Tu peux animer et faire MJ. Même le mec qui est meilleur en histoire, en fait, il y a des choses, je suis sûr qu'il n'arrivera pas trop à placer. Parce qu'il y a vraiment des fois, en Timeline, il y a vraiment des trucs, c'est à 1 an près. Oui, des Même fois, le mec qui est très fort, franchement, des fois, c'est tendu. Des fois, tu te fais avoir. Tu te fais avoir d'un an ou 2 ans près. En tout cas, voilà, j'espère que vous avez du temps. Ou alors, vous pouvez aller lire un peu les descriptions de tous les jeux et puis prendre ce qui vous intéresse. Et puis amusez-vous, hein, bien évidemment, c'est fait aussi pour ça. Alors là, je dis, il y a quelqu'un qui dit Anno 1900. Alors c'est 1800, hein, c'est important. Pourquoi c'est important ? Est-ce que vous connaissez la différence, enfin, le lien entre tous les anneaux ? Il y a un lien entre tous les anneaux. Il y a un lion. Il y a un lion. Il y a un lion quelque part. Il y a un lion. Le lion ne s'associe pas avec le cafard. Est-ce que le chat sait quel est le lien entre tous les anneaux ? C'est que des 1900, 1700, 1000 machin. Non, il y a 2035, 2000. Oui, c'est sur le chiffre. 1604, mais quel est le lien entre tous les chiffres des anneaux ? Ça, c'est pour la dernière anecdote avant qu'on passe avant. Des multiples de quelque chose ? Non, c'est plus simple que ça. La somme des chiffres, non, La somme des chiffres fait toujours 9. C'est vrai ? Et là, j'ai un gros blanc. Wow. Tout le monde est en train de faire tous les règles. La somme des chiffres sera toujours 9. Le tout premier anneau, c'est combien ? C'est 1602 ? C'est 1602, ouais, c'est ça. Ouais, donc c'est ça, du coup. J'ai jamais fait gaffe. 1701. Ouais, mais celui qui se passe dans l'espace, du coup. C'est 2000. Alors, c'est 2150, je crois. 2250, un truc comme ça. Faire un modulo. 2250. C'est le moyen mémotechnique de savoir en fait à peu près lesquels il faut jouer, lesquels on peut jouer. Donc voilà. C'est le lien entre tous les anneaux, c'est ça. Ah ouais, 2070, 2205. Oh, d'accord, j'ai 2070, 2205. Tout à fait. Il y a 1701, 1800. Ils peuvent s'amuser effectivement à. Tu peux prédéposer des noms de domaine. 1404, etc. Merci. Merci Pierre. Merci Pierre. J'avoue, le 1404. J'ai joué au 1404, au 1800, qui est récent. Le 1800, c'est le dernier. Oui, c'est ça, qui est très très bon. Bon, même si je suis très mauvais parce qu'il faut gérer autant. Je suis pas bon. Hein. Autant la colonie caraïbe que la partie anglaise, mais il est vraiment excellent. Donc vous saurez. Oh, j'ai appris quelque chose. Alors, vous avez appris quelque chose. Excellent. On a appris, je pense, beaucoup de choses tous. On a découvert plein d'autres jeux, plein de licences qu'on connaissait peut-être juste de nom et que peut-être qu'on vous a donné envie de jouer. Donc voilà, 1404 Epoch Not Found. Oui, on finira par cette super phrase de sur Phoenix 1404 Epoch Not Found. Mais 1900 était une private joke, merci. En tout cas, effectivement, parce qu'il y avait la série des 1900. Mais merci. C'est ça. Mélie. Mélie Strid. Ok.